Portrait, l'émission Parcours d'UGOP Radio. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Portrait de l'association UGOP Radio. Je suis aujourd'hui avec Lucas Ginjan et nous allons commencer. Donc Lucas, je te laisse te présenter. Bonjour Chris, alors moi je m'appelle Lucas, donc je suis étudiant en journaliste en deuxième année l'année prochaine parce que je suis en année de césure cette année. Je suis en stage à UGOP Radio depuis dès mi-mai 2025 du coup. Ouais. Donc voilà, dyslexique, dysorthographique, multi-dys, 10 différents. J'aime bien dire ça. Oui, c'est vrai. C'est une super formule et en plus qui va me permettre vraiment d'enchaîner tout de suite. Donc comme tu l'as dit, donc tu es dyslexique, dysorthographique et dyscalculique avec une pincée de dyspraxie. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Donc ouais, ça fait beaucoup là, non. Donc justement là, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ces troubles, donc qu'on appelle des troubles du neurodéveloppement, ils se manifestent pour toi au quotidien et quel impact ils ont eu sur ton parcours scolaire? Alors, en fait, déjà aussi, j'ai un trouble de l'attention, hyperactivité. Donc, et ça aussi, ça peut être associé à une dyslexie. Et c'est ça aussi, c'est souvent associé même. Donc, et en fait, mes troubles, ils se manifestent par une difficulté de lecture, en orthographe, en écriture, les grandes difficultés aussi de motricité, d'analyse de nombres, ce genre de choses, et la concentration en général. Oui, donc c'est quelque chose qui vient se cumuler un petit peu. Ouais, ce qui cumule un peu, ouais. Et après, à l'école, ça a été compliqué, surtout, en fait, ça a été compliqué parce que les enseignants, ils n'ont pas été totalement compréhensifs, et ça n'a pas été pris en charge. Ça a été pris en charge d'une manière mais pas idéale, on va dire. Voilà. Et mais je suis tombé sur des profs des enseignants qui m'ont aidé et donc c'est tout en CP surtout où on m'a diagnostiqué ma dyslexie par le biais de mon enseignante qui m'a soutenu et voilà. Oui, parce que ça n'a pas toujours été facile et je suppose que tu t'es heurté aussi à plein de personnes qui ne comprenaient pas forcément. Oui, tout à fait. Et alors, en creusant un petit peu, j'ai retrouvé un petit dossier, donc si t'es ok, on peut en discuter un peu, mais t'as déjà partagé une anecdote où t'avais un médecin scolaire qui avait dit à ton papa que cet enfant ne lira jamais. Donc, c'est quand même dur parce que certes t'as des personnes qui soutiennent mais oui c'est sûr. Après c'était plus je pense moi j'étais en CP, je me rappelle même pas. Donc avec le recul dit comme ça, c'est un peu violent et ça fait c'est vrai qu'il y a un côté que aujourd'hui mais aujourd'hui maintenant je suis assez bien suivi. Ouais. Je lis pas trop mal, j'avoue. Même si il y a certains mots qui restent compliqués et on voit aussi avec d'autres personnes qui n'ont pas de handicap que oui, il y a une dysorthographie qui est là. Ouais, qui est là et qui est nette. Donc voilà. Donc comme je disais, le CP ça a été un moment clé dans ma scolarité. Parce que en fait du coup aussi il y avait le côté de pas savoir lire, de pas savoir lire, mais le primaire a été assez compliqué sur le fait que j'avais vraiment le primaire c'était le plus compliqué parce que c'était quelque chose qui m'était c'était une période compliquée parce que ils étaient pas tellement compréhensifs
parce que ils n'avaient pas tellement l'habitude. Oui, dire. Oui, c'est quelque chose encore que le 10, c'est encore un peu difficile encore plus surtout que c'est un handicap invisible, donc là c'est... Mais bon, on est en études de journalisme et voilà. Et d'ailleurs, en parlant du journalisme, qu'est-ce qui a été un peu le déclic, sachant qu'en plus le journalisme, tout ce qui est les mots, travailler avec l'expression, c'est un des métiers qui est vraiment le pire métier pour un 10. Qu'est-ce qui a été le déclic où tu t'es dit je m'en fiche en fait que ce soit dur, je vais quand même le faire, et qu'est-ce qui te passionne aussi un petit peu dans le journalisme? Oui, c'est vrai que c'est clairement pas le métier le plus facile, parce que il faut bien écrire, bien écrire, bien lire. Donc c'était assez compliqué. Il me faut plus de temps pour faire des articles, pour faire des reportages. Donc il faut plus de temps pour m'adapter. Le déclic, c'était durant mon stage de 3e à Eurosport, où là j'ai eu le déclic. Je me suis dit c'est ça ma voie, et du coup je me suis battu jusqu'au bout pour y arriver, et ça a été une vraie révélation pour moi. Et par la suite, j'ai bossé comme un fou pour arriver avec mes profs. J'ai bossé comme un fou avec mes profs particuliers, parce que j'avais des profs particuliers pour m'aider et tout, pour arriver jusqu'à où je suis actuellement aujourd'hui. Oui, parce que du coup, tu as eu des séances d'orthopsie et de motricité. Avec une AVS. Et du coup, est-ce que tu aurais un peu des exemples, des adaptations et des méthodes qui ont un peu été, qui t'ont aidé à progresser, à aussi dépasser un petit peu ton stade original, qui quand même, a empêché un peu la lecture, la compréhension des mots. Est-ce que tu aurais des petits conseils à prodiguer un petit peu, et quelque chose que tu retiens de toutes ces séances, peut-être pour de jeunes personnes qui nous écoutent et qui ont aussi des troubles dysorthographiques et 10? Moi j'avais, comme vous l'avez dit, j'avais une AVS une AVS et un tiers-temps pour les examens. Ça, c'était le truc principal que j'avais. L'AVS, je l'ai vu jusqu'en terminale, donc ça c'était assez bien, vraiment. C'est assez rare de l'avoir jusqu'en terminale. Souvent c'est jusqu'en fin collège, 3e du coup. Non, c'est... déjà il y a des écoles, des collèges spécialisés. Moi j'étais dans un collège spécialisé pour les 10 à Saint-Sulpice, où j'étais dans des petits effectifs. Donc ça c'était assez bien. Il y a eu, à partir de la première, ça a été plus compliqué parce qu'il y a eu un changement de direction et c'était moins adapté pour nous, on va dire. Mais je suis resté quand même, parce que en fait fallait pas, je pouvais pas changer. Donc voilà. Ok. Donc aujourd'hui, tu es en année de césure là, actuellement, mais tu es étudiant à l'IEJ, donc qui est l'Institut européen de journalisme. Comment est-ce que cette formation, un petit peu, elle t'aide à développer tes compétences, parce que donc on est déjà dans les études supérieures, et aussi dans le journalisme, comment est-ce que cet institut, sans faire de la pub, cet institut, est-ce qu'il t'aide un petit peu aussi, est-ce qu'il travaille avec toi pour justement réduire un peu l'impact de tes troubles 10? Concernant l'IEJ, c'est pareil, toujours j'ai le droit au tiers-temps pour les examens. Après il y a une bienveillance, une écoute, à peu près, c'est tout. Concernant les compétences, c'est plus du travail acharné, de la persévérance. Et du coup, ça m'a permis d'arriver où je suis, en école de journalisme, comme je voulais l'être quand j'étais en stage chez Eurosport. Voilà.
Et d'ailleurs, alors on n'en a pas trop discuté, mais tu as été en stage à l'Eurosport, mais tu as eu aussi d'autres expériences dans le journalisme un petit peu, tu en as eu même pas mal. Donc, tu peux nous redire un petit peu ce que tu as fait aussi après Eurosport, avant la première expérience c'était Eurosport parce que du coup c'est la troisième, donc voilà. Troisième. C'est il y a longtemps. Oui. Ouais. Pour moi c'était il y a longtemps aussi. C'était il y a longtemps. Moi l'anecdote du journal quand j'ai interviewé pour la première fois un journaliste sportif, ça m'a fait très très bizarre. C'était quoi votre question? C'était un petit peu comment est-ce que quelles autres expériences vous avez eues un petit peu dans le journalisme? Ok. Oui, donc ce qui est la grosse expérience que j'ai eue c'est chez Vivre FM quand j'étais en service civique au service des sports. Cette année. Après j'ai eu aussi une autre opportunité que franchement qui était aussi vraiment bien, et c'était le Duo Day. En fait c'est un principe de un binôme avec une personne en situation de handicap chez RTL Matin avec Amandine dans la matinale du coup. Ça c'était assez bien parce que ça te montre d'autres radios et tout, donc ça j'étais assez content. Mais la plus grosse expérience, c'est Vivre FM. Ça t'a commencé un petit peu, et c'est le sport, et c'est clairement une passion, c'est un moteur aussi de ton engagement. Donc comment est-ce que cette passion elle s'est développée? Parce que pour le moment on a parlé de journalisme, on a parlé vraiment le métier un peu journalisme. Peut-être les personnes qui écoutent voient plus un peu le truc de reporter télé, etc. Mais toi c'est pas vraiment ça. Il y a quelque chose. C'est quand même ça. Je suppose que présenter le de 13h c'est un peu un rêve pour tout journaliste. Mais ou le 20h, le 20h ou le 13h d'ailleurs. Petit débat comme ça, non, je plaisante. Le 20h. 20h, team 20h. C'est plus. Non, mais pour revenir un petit peu sur le sport, qu'est-ce qui a un peu influencé ton choix, donc de te spécialiser aussi un petit peu, et de te concentrer un peu sur le sport, et qu'est-ce qui a motivé aussi ton engagement aussi à suivre le sport de manière quotidienne, du coup, je suppose. Je dirais peut-être déjà quand j'étais petit, quand j'étais petit, je commentais les matchs de football. Je commentais les matchs de football. J'ai la passion du football. Elle est on va dire qu'elle est pas dans le sang, mais franchement, un petit peu. Du coup, j'ai voulu transformer cette passion en futur métier. Donc, en tant que journaliste sportif, j'ai vite compris quand je suis arrivé à l'IEJ en première année que en fait il y avait la moitié des garçons qui voulaient faire journalisme sportif. Donc j'ai bien compris ça. Donc étant donné avec mon handicap, et mon expérience aussi chez Vivre FM, qu'on reviendra peut-être, je me dis de me spécialiser dans le handisport pourrait être bien, parce que ça peut faire un plus. Oui, après t'as aussi t'as pas que le sport, t'as aussi une certaine culture cinématographique. T'as fait du théâtre aussi, alors en amateur, mais oui, on est allé déterrer des dossiers. Donc, vous êtes bien renseigné. Je suis très bien renseigné. Mais du coup, on a donc tout cet intérêt aussi pour la culture, et c'est aussi peut-être ce qui t'intéresse à UGOP, qui pour le coup est plus une asso culturelle. Comment est-ce que ça vient enrichir aussi ta vision du journalisme? Un petit peu, alors avec le sport, mais aussi avec le théâtre. Aussi. En général. Le théâtre en général, et je pense la culture et la réflexion, on va dire, artistique. Pour le théâtre, je dirais que bien entendu la prise de confiance en soi, bien sûr. La prise de parole, aussi là par exemple il y a la mémorisation de textes quand on est en spectacle. Ça c'est un truc qui aussi c'est pour 20 heures par exemple, même si maintenant il y a des prompts,
Oui. Mais ouais, la mémorisation, c'est assez bien. Donc non, c'est tout. OK, c'est super, c'est déjà quelque chose, qui est bien et on voit que, du coup, le théâtre est aussi, on va dire ta réflexion aussi au niveau artistique, ça t'aide aussi, un peu à prendre confiance en toi, je suppose et prendre la parole C'est et ça. faire ce que tu fais aujourd'hui. Et du coup, voilà, on va reparler un petit peu de ton service civique à FM. Et on va revenir un peu sur le sport, du coup. Donc, tu as intervenu dans l'émission Sport 360. Donc, Ouais. c'était le MAG, si je ne me trompe pas. 2 à 3 fois par mois, Ok, super. une émission d'1 heure, ouais. Alors qu'est-ce qui t'a surpris? C'est quoi les expériences? Parce que du coup, donc on a déjà parlé de Eurosport, RTL Matin Ouais. et donc Vivre FM. Qu'est-ce Ouais. que dans ces expériences a été le plus surprenant ou il y a eu une habitude, par exemple, journalistique que tu connaissais pas ou, Franchement, plus surprenant, je saurais pas vous dire. mais Plus surprenant, il y a tellement de manières, en fait, de le dire plus surprenant, je je sais pas, en fait. alors est-ce qu'il y a peut-être, à ce moment-là, si je reformule un petit peu, quelque chose de plus formateur ou, Formateur, oui. formateur, oui? Formateur, ah oui, oui, oui. Oui, bah oui, formateur, complètement, hein, Vivre FM, est bien entendu, très formateur avec, des reportages, chroniques, interviews, sur le terrain, et des émissions, en direct, avec, des invités. Hem, Oui, je veux bien développer un petit peu, vas-y, D'accord. je t'en prie. OK. Non, ben, oui, ouais, le service, civique chez Vivre FM, je l'ai adoré. C'était c'est la plus grosse expérience que j'ai eue actuellement. Heu, J'avoue qu'à 20 ans, je me serais jamais imaginé, ça, clairement. Mais ben, ouais, c'était assez je pense que c'était assez formateur avec, j'étais directement dans le monde, actif, dans le monde du journalisme et mon tuteur, de service civique, m'a beaucoup soutenu. Je dis que c'est mon mentor. Clairement, c'est mon mentor du journalisme. Ouais, c'est celui qui a cru en moi en premier, on va dire, qui était, ouais. Et non, ça a permis aussi d'élargir le carnet d'adresses, par exemple, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire des expériences en termes de reportage, de personnes interviewées aussi, parce que ça, je pourrais en parler des heures. Donc, On va, si tu me le permets, on peut y aller parce que tu as eu l'opportunité, encore une fois, en déterrant. Tu as eu l'opportunité d'interviewer donc beaucoup de personnalités importantes, on va dire. Donc, il y avait la ministre des Sports de l'époque, qui était Marie Barsac. Oui. Il me semble je ne sais plus si elle est toujours en poste ou pas. Elle est toujours en Il me poste. semble qu'elle est toujours en poste, effectivement. Donc, Tony Estanguet et aussi la championne olympique Manon Apiti-Brunet. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une interview, alors dans celle-là ou d'autres que j'aurais peut-être oublié, qui t'a particulièrement marqué ou qui t'a inspiré à continuer finalement à travailler, dans ce milieu-là, à t'accrocher et à aller au bout. Qu'est-ce qui t'a marqué, on va dire, quelle interview t'a le plus marqué? Le plus la ministre des Sports. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Ouais, la ministre des Sports, surtout que je pense ça devait être mon premier gros interview, pendant 9 minutes en tête-à-tête avec elle, comme là. Ouais. Donc et ouais, pour vous dire que c'était pas simple. Mais franchement, j'ai été assez étonné de ma performance. C'était voilà, non, ça allait pour un gros mais ouais, ouais, ça allait. Après Tony Estanguet, Oui. c'était assez incroyable. Ouais. Et il a fait vibrer, durant les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques 2024. Pour vous dire, je suis allé, jusqu'à Elancourt pour aller le voir. Ouais, j'ai mis, 1 heure pour y aller, juste pour le voir. Parce que, en fait, ça faisait depuis le début de mon service civique que je voulais aller le voir. Je l'avais loupé déjà une fois, Mmh. et là, en fait, j'ai fait, alors je peux pas là, c'est pas possible, faut que j'y aille et j'y suis allé et franchement, quand tu te retrouves nez à nez devant lui, c'est quand même pas mal. Après j'ai quand même d'autres, personnes qui aussi,
Teddy Riner au Paris Grand Slam. Ça, Teddy Riner, c'était quand tu es au premier rang, et en zone mixte, tu étais au premier rang, tu le vois en face de toi. Ça te met un peu une claque, hein, parce que c'est assez impressionnant. Après, aussi, il y avait Gaël Rivière, le président de la fédération française handisport, qui était aussi là. C'était autre chose parce que c'était dans une émission. Donc là, il y avait un côté plus en direct. C'était en face à face. C'était pas par téléphone, mais c'était très intéressant. Je dirais les deux aussi les deux porte-parole des Jeux paralympiques de Paris 2024 que j'ai interviewé, où là, c'est aussi une humilité et une impression. Toutes les personnes, elles m'ont assez impressionné. Et franchement, ouais, je suis toujours aussi impressionné par la force de caractère qu'ils ont, la détermination. Et c'était toujours des moments de pur plaisir à passer avec eux, à les interviewer. Franchement, t'en ressors avec des expériences et des étoiles dans les yeux et ça fait plaisir à entendre. Mais aussi, du coup, on va continuer un petit peu là-dessus, sur cette idée des chroniques, des interviews, des reportages. Comment est-ce que tu gères, du coup, toute cette pression quand même de production, surtout en direct, en fait, où, pareil, il doit sans doute y avoir une pression, le track, sachant que, voilà, en revenant un petit peu sur tes troubles 10, comment est-ce que tu gères un peu tout ça et comment est-ce que finalement, tu arrives à te recentrer pour un petit peu performer, on va dire, dans tes interviews et dans tes contenus? J'ai fait des séances de sophrologie. Ouais, ouais. J'ai fait des séances de sophrologie. Ça permet. Après, il y en a, c'est. J'ai fait des séances de sophrologie. Il y en a certaines qui sont bien. Parce que souvent, parce que du coup, il y en a certaines qui sont bien parce que tu peux être assis sur une chaise. Après, t'en as d'autres où tu peux ne pas être assis, donc c'est un peu plus compliqué. Mais non, qu'est-ce que je pourrais dire sophro, d'accueillir un invité, de le mettre en confiance, d'apprendre à le connaître avant. Moi, ça me permet aussi de me rassurer, de décompresser, d'être moins stressé. Donc voilà. Je disais pour les chroniques, ouais. Les chroniques, peut-être la relecture de chroniques, relecture de chroniques, connaître son sujet et être le plus naturel possible. Ça, j'essaie de le travailler au max. Et bizarrement, pendant les reportages et pendant les interviews, par exemple, de reportages, j'ai beaucoup plus de naturel. Ouais, j'ai beaucoup plus de naturel et c'est beaucoup mieux pour... qu'est-ce que je peux donner? Ouais, j'ai des exemples de gros reportages que j'ai fait et que je me souviendrai. J'ai fait lancement des Alpes 2030, ça aussi, ça c'était assez impressionnant. Et ça c'est aussi, je vois aussi que, tu vois, vous voyez, c'est comme le truc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'était un truc dans la journée. Les questions, tu les prépares un peu. On devait aller on devait aller en bus parce que c'était à Lyon. On devait aller en bus et tout. Donc tu prépares dans le bus et tout. Donc tu t'entraînes un peu. Mais je m'entraîne souvent de moins en moins. J'essaye de me préparer le mieux possible. Bon, effectivement, c'est vrai que quand tu vas à Elancourt, tu vas jusqu'à Elancourt
pour voir Tony Estanguet, t'as pas envie de louper ta question, donc tu vas ça va être tu vas la relire donc ouais, voilà. Un petit peu, pour on va dire conclure un peu cette partie, qu'est-ce que tu dirais sont les qualités essentielles dans le métier du journalisme? Alors avec certes les difficultés que tu as, mais aussi avec aussi peut-être un regard aussi que peut-être certaines personnes n'ont pas, et comme tu es quand même pas mal dans le métier, c'est quoi quels conseils ou qualités est-ce que tu dirais sont essentielles pour pratiquer le métier de journalisme? Je sais pas, parce que je dirais qu'à 20 ans t'as pas une grosse carrière de journaliste, donc tu peux pas vraiment savoir. Après, je vais dire peut-être ce que les professeurs nous disent en cours. Curiosité, lecture, écriture, de naturel, d'être ouvert à tout, de s'intéresser à tout, de pas se bloquer dans un truc, comme par exemple le journalisme sportif, d'être ouvert à tout, et c'est quelque chose qui peut être ça peut être très intéressant. Ouais, c'est quelque chose qui te permet déjà d'avoir une bonne base. Du coup, donc, on va continuer sur d'autres de tes activités, parce que si seulement tu ne faisais que ça, mais tu ne fais pas que ça. Donc, tu es aussi membre du conseil local de la jeunesse à Issy-les-Moulineaux depuis septembre 2023. Et tu as fait... septembre 2023. Hein, 2023. C'est précis. J'ai fait mes recherches. Et tu as fait aussi du bénévolat donc pour diverses causes, notamment donc, les maraudes, la banque alimentaire et l'accueil de migrants ukrainiens via la Croix-Rouge. Oui. Et donc, qu'est-ce qui te motive à t'engager dans ces actions citoyennes en parallèle déjà de tout ce que tu fais et comment est-ce que aussi ça te fait grandir, on va dire, dans ton métier de journalisme et même personnellement? Ça me permet de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles personnes de nouvelles personnes avec des parcours différents, de m'investir dans ma ville. De me faire connaître et d'avoir mon petit réseau à Issy-les-Moulineaux, par exemple, comme c'est une petite ville, on connaît un peu tout. On connaît un peu par exemple les politiques. T'es proche du maire, quoi. T'es proche de l'adjoint au maire, de la jeunesse, parce qu'en plus l'adjoint au maire de la jeunesse, là on a fait un voyage. Par exemple, cette année, on a fait un voyage à Amsterdam. Il était avec nous aussi. Donc, c'est des contacts proches qu'il faut garder et qui peuvent être intéressantes pour plus tard. Parce que, par exemple, pour un futur stage, parce qu'ils vont peut-être connaître, dans ma ville, il y a Ici Média, donc peut-être ils vont connaître, et voilà. Ouais, et c'est aussi ce que tu as fait, parce que donc tu as été volontaire aussi pour les Jeux paralympiques 2024. Et aussi, tu vas revenir sur cette expérience, parce que les Jeux, c'était quelque chose qui a été... C'est l'aventure d'une vie, quoi. Ah bah oui, parce que moi, j'étais un peu inquiet pour les Jeux. Je me disais, comment est-ce que les Parisiens vont réagir? Je me disais, vous n'étiez pas le seul, hein, je pense. C'était... Oui. Mais c'est une fois... Avoir les Jeux à Paris dans notre ville, c'est une fois dans notre vie, donc c'est assez bien. Non, c'était une de mes expériences préférées, je pense, en bénévolat, parce que ça aussi, ça permettait de voir... c'est le deuxième plus gros événement sportif, quoi, en fait. Ouais. C'est ça le truc. Donc t'es dans les coulisses du deuxième plus gros événement sportif. En plus, moi j'étais au contact au service des spectateurs avec les contacts. Donc voilà. Après, j'ai pour le bénévolat, j'ai fait aussi, par exemple, le premier festival sur l'égalité des chances. Le festival unique aussi, là où j'ai été bénévole. Et récemment, le week-end dernier, c'est-à-dire le week-end du 14 juin, je crois, 2025, j'ai été animateur sur la scène de la Nuit du Handicap.
Donc ça, c'était assez impressionnant et assez une expérience vraiment différente parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai animé. J'avais un script, mais c'était pas du tout la même chose que par rapport à le métier d'animateur radio que je fais habituellement. Donc voilà. Et c'est une bonne situation, script? Non, je plaisante. Donc je voulais, on va pour un peu terminer tout ça. J'ai plusieurs questions en même temps. Déjà, qu'est-ce que tu penses de la représentativité donc des handicaps invisibles et principalement des troubles 10 un petit peu dans les médias? Est-ce que tu trouves que aujourd'hui, est-ce que tu retrouves d'autres personnes qui ont le même parcours que toi? Est-ce que tu retrouves un petit peu aussi d'autres personnes et comment est-ce que tu trouves en fait que c'est intégré, sachant qu'aussi il y a aussi une journée pour la journée nationale des 10 donc qui est le 10 octobre. Est-ce que tu veux du coup discuter aussi un petit peu de ça, donc de la représentation un petit peu des personnes 10 et avec des troubles invisibles dans les médias? Comment tu... Honnêtement, ça n'a pas bougé. Non, clairement, ça n'a pas bougé réellement. Et l'exemple parfait que je vais vous donner, c'est ma radio Vivre FM, où j'étais en service civique, qui a cessé d'émettre faute de financement. Et parce que c'était la première radio en Europe. Première radio, c'était un concept unique en Europe. Du jour au lendemain, elle a cessé d'émettre, donc c'était un gros choc. Après, pareil, cette année, c'est en 2025 ou 2020, c'est en 2024 ou 25, je sais plus, mais en tout cas, c'était les 20 ans de la loi du handicap. Rien n'a bougé. Par exemple, l'exemple du métro. En termes PMR, personnes mobilité réduite avec les fauteuils roulants, il n'y a que 13 stations en tout. Donc ça, c'était ça pas. Et malgré l'engouement des Jeux paralympiques, il y a aussi eu les para-athlètes. En fait, leurs sponsors, qui les ont lâchés. En fait, c'était pour la visibilité. En fait, les sponsors, c'était pour la visibilité. Ils voulaient avoir une visibilité parce que c'était les Jeux à Paris, donc voilà. Il y a que les gros para-athlètes qui sont restés. Mais après, on a fait aussi des découvertes de disciplines comme la boccia avec Aurélie Aubert. Donc, mais ouais. Donc encore beaucoup de travail dessus à faire. Oui. Après, sur le plan éducatif et pro, il y a aussi quand même de plus en plus de formation sur la dyslexie, par exemple. Là, je reprends la dyslexie, mais il y a de plus en plus sur la dyslexie et sur la dyslexie, la dysorthographie. Après, le problème, comme tout, en fait, c'est que c'est un handicap invisible. Donc ça, c'est un problème qui sera loin d'être réglé, parce qu'en fait ça sera toujours un handicap invisible. Donc voilà. Écoutez, en terminant sur une citation d'Albert Einstein que je crois que tu aimes bien, le génie c'est 1% de talent et 90% de travail acharné, tu es d'accord? Oui. Très bien, parfait. Donc j'espère que cette philosophie c'est quelque chose qui guide aujourd'hui un petit peu tes objectifs professionnels et personnels. Et du coup, qu'est-ce que tu rêves de continuer à faire plus tard? Je peux revenir sur la citation d'Albert Einstein. Non, la citation d'Albert Einstein, c'était 1% de génie. 90%. 1% de génie, 99% de travail. Ça prouve en fait que il faut pas, quand t'as un talent, quand t'es un génie et que t'as un talent, faut pas se dire qu'il faut pas travailler. C'est loin de là, faut être persévérant, faut être investi à 100%, faut avoir un objectif clair et il faut mettre tous les moyens pour réussir ce qu'on fait. Me concernant pour la suite, être réaliste ou réaliste compliqué, hein. Réaliste c'est compliqué. Continuer sur ma lancée, continuer à engranger le plus d'expérience dans le journalisme possible
Et j'allais dire, le rêve, c'est peut-être devenir un pilier du journalisme sportif et du handisport, peut-être. Écoute, c'est un super rêve et c'est sur ces notes qu'on va vous laisser. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission Portrait, donc avec Lucas Ginjan. Merci encore, merci d'être venu. Merci à vous. Et merci à vous aussi de nous avoir écoutés et on vous retrouve bientôt sur UGOP. Et merci aussi à Mathias qui me fait signe en régie. Merci à Mathias, Lisa, Daniel et à toute l'équipe du GOP qui est derrière nous, qui nous lâche pas et on les embrasse très fort et on vous dit à très bientôt sur UGOP Radio et l'association UGOP. Portrait, l'émission Parcours d'UGOP Radio.